Hello, I think we are live right now. And I'm super happy to welcome Bill. And Bill, this is the first time we organize such an event with a very famous person. And thank you for joining us. And I just want to check with the people here and around if you can hear us. And maybe you can send some mail or comments just to confirm that you are hearing us very well. So yeah, thank you, Bill, for joining us. So um, I have a first question for you. So this is the first time you participate to a French talk, right? Absolutely, and I'm delighted to be here. Yeah, oh, thank you very much. So we have a list of questions, and we have a little bit prepared that, but you have created everything from scratch. You have built a lot of things, but before that, we would like to have your idea about, you have participated to a live cruising, and then you have switched to the Texas Data Days. Maybe you can tell us more a little bit about this special day where you met a lot of US guy, American guys, but also some French guy, and that was a kind of conference, or it was a non-conference. It was known as a non-conference. So I'm not sure what the difference between a conference or a non-conference, but you met a lot of people, and yes, just let us know what was the result or the takeaways of that. Surely, the conference takes place in Austin, Texas. The reason it's called an unconference is because it is much less structured than a standard conference. The people that come there are the leaders in the industry, Joe Reese and a bunch of other people, and it is a conference, but as much as anything else, it's an opportunity to talk with and get to know the people. On a personal basis, I know most of the speakers that are there, and we've been friends for years. So for us, it's like a big party, but for the people that are in the industry, it's a chance to personally communicate with them. I recommend the conference above all other conferences. Okay. And you met some French guy. I remember maybe Jean-Georges Perrin, who is Yeah, leading the data contract project. And you have something in common with Jean-Georges because you have created something from scratch. And Jean-Georges is also trying to establish a kind of standard with the data contract and data product. So did you get time to speak with him? yes, I did. Cool, excellent. And did you try to dig a little bit about what he's doing, or that was not the topic of the day, right? We talked a little bit about what he's doing. Yes. Okay, can you comment a little bit, or Well, yes. In terms of going forth with modern technology, AI, and other things, I think he's taking a very interesting and productive approach. okay, excellent. So one more question. You are famous because you have been the first to establish a lot of standard, and so the question is about. So you have created the data warehouse concept. How difficult is it to be the number one, convincing the others? I think it was not. You never did. You didn't do that in one day, right? It Oh was. no, It was a long exercise, right? it was a very long and treacherous exercise. In the beginning, technology and IBM, who was the leading vendor at the time, did not like data warehouse at all. The people that liked data warehouse were the marketing people. And so, if it hadn't have been for marketing seeing the value in data warehouse, there never would have been data warehouse. But the marketing people the very first company was a cellular company in San Francisco that called Pactel Cellular, and then
The cellular companies found out they could use data warehouse, and they were very competitive for market share. And then Sam Walton, who is the head of Walmart, wrote a book in which he mentioned data warehouse. And at that point, it became very easy to sell data warehouse. But the technicians of the world and IBM hated data warehouse. I don't understand why. I've never understood why, but they did. Okay, so at that time, so IBM was a real leader, right? And in terms of databases, you used to face DB2, but also mainframe, and what kind of systems like that? Well, yes, in that day and age, there was IBM in the mainframe. But the thing about data warehouse is not dependent on any one technology. You can make a data warehouse DB2 in Oracle, in Teradata. There are many, many ways to make a data warehouse. Data warehouse was never a competitor to DB2 or anything like that. Okay, so another question about history before starting investigating a little bit what works today. In the past and before the 90s, the big systems multi-valued database was very popular. And I worked with such system in the 90s, but then this has been replaced by relational databases. And recently we have seen Hadoop coming on the market, but Hadoop is no longer a priority right now. So the question is SQL and relational database the only way to survive? You know, that's an interesting question because the reason why SQL has survived is not a technical reason at all. It's an economic reason that IBM began to dominate the world, and they brought us SQL, and then Oracle began to compete, and they needed SQL. So SQL has survived because it was carried along by economic forces. There's no technical reason why SQL is better or worse than any other database management system. But by the fact that it came with the people that were winning the business wars, the selection wars of technology. That's why we have SQL today. So yes, SQL is the survivor, but it had nothing to do with the qualities or good points or bad points that you find with a database management system. Okay, okay, thank you for that. Did you play with the big system in the past? Did you evaluate the solution, or it was not in your daily business? It has been years since I looked at and played with the PIC system. Yes, but it's so many years ago that I have a hard time remembering it. But yes, I ran across PIC a long time ago. Okay, good. So let's go to another question. I've seen in a few weeks ago, you posted a LinkedIn article, and you have shared that data ingestion, this is not data integration. It's two different things. And then maybe the question is about, can you let us know more about what you think about ETL versus ELT? Because we have seen a lot of buzz, a lot of dispute about that, and I'm curious to hear you about ingestion versus data integration and ETL versus ELT. Surely, and those are two very good questions. I think the best way to explain the ingestion versus integration is to go to the world of text. Today, we can start to incorporate text into a database, but text is funny. Text resides everywhere. Text resides on voice recordings, text resides on print, text resides on the internet, text resides many places. And merely accessing text, regardless of what it says,
or what language it's in. There's a whole art to merely accessing or ingesting text. Now, once you have ingested text, then you have the problem of making sense of it. That's the integration problem. So ingestion simply says, how do we merely access the data? Because in the case of text, that's not a particularly easy thing to do. And then integration says, once we have the text in hand, how do we now start to understand what's being said? So you don't find the issues of ingestion and integration so much with structured data. People in the structured world simply take it for granted that the data is just there. Somehow, magically, the data appears. But in the case of text, that's not the case at all. Okay. Now, insofar as ETL versus ELT, this is actually a very strategically important issue that you need to know about. What ETL says is that we need to extract the data, we need to transform the data, and we need to load the data. And vendors and consultants around the world hate transformation. Why? Because transformation requires hard work, and vendors don't like to do hard work. So, what the vendors have done is they've said that let's take ETL and turn it into ELT. Let's leave the transformation from the last. And what happens is people do the E part, extract, they do the L part, the loading, and then they forget to do the transformation part. And that is that does not get you where you want to go. So ELT was invented by the vendors to sell their products and to fool the world into thinking that they're building a data warehouse or a system that can support analytical processing. Okay, very clear. Okay, so one more question. Maybe this one is okay. Maybe yeah. So a few years ago we started to build those data lake, dumping operational data to the data lake. And my question is about have ELT or data lake practices killed the data modeling mindset? Did we Uh, stop thinking about how uh, to, to assemble data together? you don't have to have a data model with a data lake if you don't want to use the data. If all you want to do is to store the data on a disk and tell people it's there, then you don't need to do data modeling. But if you actually want to use the data, which is different than storing the data, if you want to actually use the data, not only do you need a data model, but you need to transform the data as well. So my dentist has a sign in his office. He says, you only need to brush the teeth that you want to keep. If you don't want to keep your teeth, you don't have to brush them. And it's the same with data model and data lake. If you don't care about actually using now, but then you say, well, if I'm not going to use data lake, why should I store it? Well, that I don't know. I don't know why you should store it. But if you all you want to do is to store the data, then no, you don't need a data model. Okay, I like this picture. Yeah, okay, good, excellent. Okay, one more question, because we have seen a lot of wording about everything, the modern data stack and the medallion architecture. And just a quick question, because when I've started to play with data, that was at the end of the 90s, I used to use ODS. This is an operational data store and staging era. This was the common wording to describe what we were doing. So what about the medallion architecture? Is this just a rebranding or of this ODS staging era? This is actually a very complex question, and I'm going to try to answer it
very shortly for you. Um, the medallion architecture is actually quite beneficial to people, but the medallion architecture is only for structured data. In today's world, we do have structured data. We do need structured data. But in today's world, there's also textual data and there's also analog data. And the medallion architecture does not take into account either the world of textual data or analog data. And as such, because of that limitation, it has a very limited set of usage possibilities. Having stated that, for the people that need it, it's actually not a bad architecture, but it's not a general purpose architecture for the world. Okay, good. So it's up to us to do what we want, right? It's a recommendation. It's maybe a best practice, but okay, we can still use ODS or staging area as a best practice. That is correct. Okay, so let's go a little bit more about this slide. Let me show you that. Yes. So yeah, you have been compared with Kimball's approach, and so the question here is: in which scenario would you recommend blending both methodologies? Uh, let me answer your question a little bit indirectly. Ralph Kimball was answering a different question. I was answering the question, how do you achievable data? Ralph Kimball was answering the question, how do you create data for analysis quickly? Now, the questions sound the same, but they're not the same thing at all. And so you may find it surprising. I recommend Ralph Kimball's architecture all the time. If all somebody wants to do is go in and take data from an application, then the Kimball architecture works just fine. But if people care about having integrity and believability of their data, then they don't need the Kimball architecture. So what I tell people to do, I think it's pretty much widespread in our industry, you build your data warehouse. That would be the little green structure that you see there. And then you build data marts from the green structure. That would be the Kimball approach. So blending them together, when you have both of them together, is actually a very good way to run your organization. But if when Ralph wrote his books on his architecture, he confused everybody by calling a data mart a data warehouse. If all he would have done is call what he's building a data mart, there never would have been any confusion. But for whatever reason, he chose to call a data mart a data warehouse, and the world is still confused today. Okay, thank you for this clarification. So one more question on this topic. So we know very well the data warehousing concept, the data lakes, know the lakehouse, but what about the data vault? Do you see as an extension of your work? Absolutely, yes, I do. And now Data Vault 2 has its limitations. By the way, I recommend and I like Data Vault. So the answer is yes. However, there is a limitation to Data Vault, and I've spoken with Dan Lindstedt, who's the architecture of Data Vault, frequently. In fact, Dan is a good friend of mine. But the limitation of Data Vault is it does not account for textual data, and it does not account for analog data. It only is applicable to structured data. But other than that, I very much recommend the Data Vault approach.
Okay, thank you. So a little bit more about AI, because this is from 8 a.m. to 8 p.m. We can hear about AI. And so what is your vision and the impact you think AI will have on what we do today? uh, we could be speaking next week about this topic because there's much to be said, much to be said about it. Uh, I think that AI is opening new worlds, and in that regard, it's very welcome. I think people are just now learning how to build and use AI, so it's still in its infancy. It would be like a 6 month old baby that you have at your house. It's going to grow in the future. And so I think there's a lot that AI can provide. However, what AI isn't going to provide is cleaning up your existing systems. AI does not do that. And if you think that AI is going to be doing that, you're going to be wrong and disappointed. So it really depends on your expectations of AI. Are you expecting something new and useful? Let me make an analogy. Once upon a time, there was only the mainframe computer. And then the personal computer, and Microsoft and Bill Gates came along. Did the personal computer open up a new world? The answer is absolutely. No, no, in many, many ways, in many ways in which it opened up the world. However, did the personal computer solve the problems of the mainframe? No, it really didn't do that. And so we have the same thing with AI today. Is AI going to open up new opportunities and have new things that can be done? I don't think there's any question about that. The answer is yes. Is AI going to solve the business problems you have with your existing systems? No, AI really isn't designed for that. Yeah, okay, thank you very much. I think we can see, you remember this Hadoop time where each week we had a new libraries, a new big system, a new source of everything. I think we can see this very similar things today with new LLMs coming from US, from China, and it is a big dispute about different LLMs. Uh, do we have to take care about that or focus on business value, right? Um, Let me tell you something. If ever, in any case, you don't focus on business value, you're going to find yourself out of a job. So whatever you do, I don't care. I don't care anything else. You better be focusing on business value if you want to stay employed. And I assume everybody, I hope everybody wants to stay employed. The answer is yes. Now, I just got through writing an article on LinkedIn about LLMs. Um, uh, okay, the world started with something called large LLM, large language models. I can give you 50 reasons why a true LLM is never going to work. So the world is now going to small language models. And again, small language models, practically speaking, are not very practical. The third step people are going to be going to is industrial language models, so that there'll be a language model for banking, another language model for finance, another language model for insurance, another language model for retailing, and so forth. And then and then people are going to be finding out that these industrial language models work pretty good. However, there's still a need to customize these industrial language models. Now, you may be interested to know that, that there are generic language models already out there. You don't need to build your own language model. They exist. I recommend, and when I say I wrote the article right before our presentation, I literally submitted it to LinkedIn. You can read it. I think you'll find it to be entertaining, but you don't need
to spend a huge amount of time and money building language models. You can take one of these generic language models, customize it, and have what you need in literally a matter of days, not months, not weeks, not years, and it's simple to do. Okay, very clear. So I have another question for you. We expect to have you only 10 minutes, but it's already 30 minutes. So this is great. So one more question. If you had to rethink your book, Building the Data Warehouse today, what major change would you make? Uh, Data warehouse, like everything else in the world, has evolved. And when the data warehouse book was written, originally there were only structured systems. If I had to rewrite the book today, I would add textual data and analog data. Now, while I'm still talking, I have to tell you a funny story. I'm an American, but I grew up in my youth in Mexico and I speak Spanish. But when I was going to college, I took 2 years of French. And so here you have an American that speaks Spanish taking a course in French. And my French teacher in college was my favorite teacher of all time. But when I graduated, he said, Bill, whatever you do, don't ever try to speak French to any French speaking person. Wow. And do you still remember some words? Can you speak French right now with us, or? So I don't want to embarrass myself. Okay. Okay. So one more question about that. I did a quick research, of course, about what you did in the past, and you wrote 60 books and this has been translated in 9 languages, according to Wikipedia. Yep. So my question: how is this possible? I wake up in the morning and ask myself the same question, and I come from a long line of writers. My father was a writer. My sister is a writer. A great uncle of mine was a writer. He was Edgar Allan Poe. You may have heard of him. He was the poet. So writing is in my blood. Some people play golf. Some people make money and are merchants. I'm a writer, so I love to write. But how in the world I wrote those books, I don't know. And by the way, the number isn't 60; it's actually 72. But I've already got my. Let me tell you about my 73rd book that will be my last book. I am a student of the history of the computer industry. How did the computer ever come to be? How did storage ever come to be? And so the last book I'm going to write is a brief history of the computer industry. Let me give you just one little piece of information that are old in our profession have seen something called punch card. Was a piece of paper that had holes punched into it, and they had a reader that read the holes, and that interpreted to the computer what you wanted to say. Where did the Hollerith punch card come from? Well, if you've ever looked at a player piano, the piano that plays itself, you look inside. What do you find? But you find a piece of paper with holes punched in it, and that controls how the piano plays the song that it's playing. And then where did the player piano come from? The player piano came from Persian rug makers. That if you've ever looked at a Persian rug, you see that they're very ornate. They have flowers and they have designs and they have all kinds of butterflies and birds and all kinds of things in a Persian rug. They're very complex things. And so how was the Persian rug? This occurred in the year about 600 BC. Where did the Persian rug come from? Well, how did a person making the Persian rug know, as they're putting one
line of thread across the rug, how do they know to make it green or red or blue or yellow or whatever? Well, they developed a system that eventually went into the player piano. So the history of our profession is a really I'm going to give you one more. Gene Amdahl. I don't know if you've ever heard of Gene Amdahl, but Gene Amdahl had a profound effect on our industry. What did Gene Amdahl do? Gene Amdahl was the person that allowed us to exchange data between computers and operating systems. Before Gene Amdahl, every computer had to have its own unique operating system and its own unique interpretation of data. So, if you can imagine a world today, we take it for granted that I can send you a database with something on it, and I send it to you, you receive it, and you can use it. Well, that wasn't the case before Gene Amdahl came along, and he was the person that gave us the ability to exchange data and to exchange computer programs across across computers. So anyway, my 73rd and last book is going to be a brief history of how the computer came to be. Okay, good. And we have one question from Philippe Morin. I know him. It's a French guy. What do you think about data mesh? Uh, Data mesh is interesting. I think there's some good thoughts there. The problem that I have with data mesh is it makes the assumption that the data that you're working on is believable, valid data. And as long as the data that you're operating on is in fact believable, then no problem. Sounds good to me. However, in almost every organization I've talked with, they don't have a foundation of believable data that has integrity that you can believe. And so data mesh is only as good as the data that it operates on. And if the data it operates on isn't good, then data mesh doesn't work. So it all depends on the data. Okay, it's okay as always. It's a data management issue. Yes, it is. Okay, so one more question because yeah, as time is flying. So, what would be your advices to you want to give to data architect or data engineering, data consultant to succeed in this data engineering world? Okay, I have one piece of advice that I hope you take very seriously, and that is whatever you do, data architecture, data engineering, whatever you do, don't lose track of business value. Because the minute you lose track of business value, you are in danger of not having a job. And again, I don't care what book you read. I don't care who you follow. I don't care who you believe. The minute you lose track of business value, you're dead. Yeah, okay, very clear. So, okay, one more question, and I think we will stop after that. This is coming from Isabel. And what do you think about data product? Data products. Yes, data product. I think it's related to the question just before. I've got this. This is not synchronized with the list of questions we have got. It was about data contract and data products. It's related to the work of maybe Jean-Georges Perrin. So, but what do you think about data product? This is I, I'm going to have to confess, I don't really understand enough about the usage of data products to give you a good answer. So I don't want to embarrass myself or to lead you astray. So I'm going to have to not answer that question. Okay, good. Thank you, Bill. That we've spent 36 minutes already together. We expected to have you 10 minutes only. So thank you very much. I don't know what to say more than that. Mille mercis, merci beaucoup in French, and that was incredible to have you with us. Merci beaucoup. Thank you, Thank- Bill. That was
Great conversation with you. Thank you. Talk Thank to you you. guys later. Merci. Thank you so much. And now Merci. it's time to switch in French. Merci Bill, thank you very much. Eh bien voilà, messieurs. Est-ce que nous sommes toujours en... Oui, nous sommes toujours live. Voilà, ça a été intense. Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps avec Bill, mais merci à lui. Il a joué le jeu des questions-réponses. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Je ne sais pas. On va passer par là. Alors, attends. Il faut que je cache le commentaire. Ça y est, je suis perdu. Voilà. On y est. Alors, est-ce qu'on a perdu Willis en route? Ah non. Attends, il est là. En salle d'attente. Hello. Est-ce que vous On m'entendez? t'entend. Ouais, j'étais là. J'ai adoré en tant que spectateur. Grand fan de Bill, évidemment, donc forcément. Vraiment. Bon, bah super. Bon, t'as eu... Alors, on rappelle que tu es chez un client actuellement, c'est ça? Et tu es au Canada, Willis? Exactement, au Canada, data engineer consultant. Et effectivement, je suis chez un client. Ma connexion est un peu fébrile, donc il se peut que ça coupe un peu. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Créateur de contenu sur YouTube et sur LinkedIn, je vulgarise le data engineering. Puis aussi en parallèle, j'ai un programme d'accompagnement où j'aide les gens à apprendre le data engineering tous ensemble. D'accord. Voilà. Bah, effectivement, bon, tu as commencé par te présenter. Effectivement, alors on te voit souvent sur YouTube, tu as une super chaîne. D'ailleurs, il va falloir que je m'inspire de toi parce que c'est bien monté, c'est bien assemblé. T'es un vrai YouTuber, on peut le dire. Je ne sais pas si je suis un YouTuber, mais j'aime bien en tout cas prendre ce temps pour délivrer du contenu de qualité en tout cas. Bon, ben, génial. Eh ben, écoute, on va remonter dans le sens inverse. On va passer à Ismaël. Ismaël. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Ismaël. Je suis cofondateur et CTO de Modéo, donc qui est un cabinet de conseil spécialisé en data engineering. Donc, on est des boîtes en France à mettre en place leur plateforme data, dessus de data gouvernance, data product. Et actuellement, j'accompagne une entreprise dans le luxe pour la mise en place de leur stratégie de data ops. Bon, bah super. DataOps, d'ailleurs, tu as fait des épisodes, DataOps et FinOps. Et en fait, voilà, tu partages toi aussi volontiers tes best practices. Exactement. Et écoute, ouais. On va passer à Ismaël. À Axel, pardon. Yes. Bonjour à tous. Donc, Axel Tifrani. Je vais reprendre un peu la phrase de Bill. Moi, je suis fondateur de Logbrain, qui était un petit bébé qu'il faut encore nourrir et qu'il faut changer des couches souvent, qui fait de la data et du cloud. Et effectivement, au quotidien, j'accompagne mes clients et actuellement le groupe SAF, architecture data mesh à l'échelle. Donc, je suis un grand groupe et je suis formateur Big Data à l'ESCP, à l'ESME et dans d'autres écoles parisiennes. D'accord. Et puis, rappelle-toi, Axel, ça doit faire quoi, 10 ans qu'on se connaît? Effectivement, avec Stéphane, on peut remonter un peu le temps. Effectivement, on se connaît depuis plus de 10 ans. Ouais. On s'est connus à la vague de l'arrivée du Big Data et on a fait le premier salon Big Data France à Paris ensemble. Effectivement, voilà. Donc, on a eu, ça fait longtemps qu'on papote et qu'on échange des tips and tricks sur tout ce qui sort, en fait. Voilà, c'est ça. Et on se croise régulièrement. Donc, écoute, c'est sympa. Alors, bon, ce slide, c'était effectivement pour qu'on donne un peu chacun son actualité. Donc, alors j'ai commencé un talk show que j'ai baptisé le Data Sommelier en mars l'année dernière. Voilà, j'en suis déjà à pas loin de 40 épisodes. Alors, je dirais que c'est pas un podcast parce que on le trouve pas sur Spotify ni sur Deezer, etc. C'est plutôt des interviews un peu live. Et puis, j'accorde de l'importance à pas le préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, je veux jouer l'étonnement et donc j'interviewe des gens. Ça peut être des éditeurs, ça peut être des spécialistes comme vous. Et je me laisse surprendre par ce qu'ils disent et en fait, on entame la conversation comme ça. Et les recordings, l'idée, c'est de pas faire de post-montage. Et donc, on éternue. Il y a des portes qui claquent, il y a des téléphones qui sonnent dans ce que je fais parfois. Donc, c'est pas monté. Mais Willis, promis, je regarderai comment tu fais tes montages parce que c'est quand même un autre niveau ce que tu fais. C'est vraiment. Pas de pression. Pas de pression.
Pas de pression. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a pas mal de replays. J'organise des meet-up depuis 2014. Et je me suis lancé dans l'expérience de lancer des mini-conférences. Donc, en janvier 2024, j'ai eu la chance d'avoir BPCE, Michelin, La Poste, Decathlon et Criteo qui ont parlé de leur projet data. Et c'est en replay sur la chaîne Datanosco. Là, il y a déjà eu le replay BPCE. Michelin, ça sort le 3 février, et puis les autres talks vont sortir dans la foulée. Et puis, je me suis dit que comme la première conférence, enfin, j'appelle ça plutôt un meet-up XXL, c'est toute une après-midi, la version 2024 avait eu pas mal de succès. Voilà, je lance la version 2025. Tout n'est pas encore online, mais on peut déjà s'y inscrire. Il y a TF1, par exemple, qui sera avec nous. Il y a BPCE, il y a Danone. Voilà, des noms sympas qui vont venir parler de leur projet data. Et j'enchaîne dans la foulée avec un meet-up chez OVH Cloud le 3 avril. Voilà, donc quelques dates à retenir. Voilà, messieurs, on attaque le sujet. Alors, le sujet, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est que, Mathieu Rousseau, il n'est pas avec nous, il est peut-être en ligne, a lancé un post, ça remonte à plus d'un an déjà à l'époque, où en fait, il mettait un petit peu en balance ce qu'on peut faire avec Kimball et puis OBT. Alors, OBT, on va en parler, One Big Table. Et en gros, il disait, il ne savait pas trop, il était son cœur balancé entre suivre les recommandations Kimball ou alors tout faire en OBT pour des raisons de performance. Et puis, alors, à cette époque-là, j'ai pris contact avec Mathieu, je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse un talk. Et puis, bon, nos charges personnelles font ce qu'on n'a pas pu se faire ça. Et puis, il y a quelques semaines ou mois, voilà, Willis a remis du feu, de l'huile sur le feu, en publiant un autre post. Donc, j'ai mis les tags pour que vous puissiez y accéder. Et en commentaire préalable, vous avez les liens URL de chacun des deux posts. Mais l'idée, c'est ça, c'est le débat. Quand on est dans un contexte de modern data stack, dans cloud, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser Kimball? Est-ce qu'il faut utiliser Inmon? Est-ce qu'il faut utiliser OBT? Alors, peut-être qu'on peut... Un petit mot sur OBT. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est des copier-coller. J'ai mis les sources normalement. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que OBT. Qui est volontaire pour faire un petit zoom sur OBT? Ulysse. Je peux me lancer. C'est en gros l'idée de créer une table fortement dénormalisée dans laquelle on va mettre pour un sujet toutes les colonnes. Ça sert de très légère. Ouais. On t'a pas bien entendu, tu as une communication réseau qui est pas terrible. Mais bon, si je reprends, l'idée, c'est que en fait, vous avez le petit graphe là, ici, en haut à droite, je dirais le data modeling classique. Vous avez une table de faits et des tables de dimensions. Et donc, c'est plusieurs tables qui représentent, je dirais, un set de données. Et One Big Table, on met tout dans une table, en vrac. Ouais. Enfin, en vrac, j'exagère. Mais en fait, l'idée, c'est on consolide tout. Hein. Axel, tu as peut-être une... Ouais, effectivement, juste pour compléter cela, il y a deux choses qui ont permis le One Big Table, surtout. Ah, on t'entend plus. On t'entend pas, Axel. Hein. On t'entend plus, Axel. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, c'est revenu. Oui. Donc, je disais, il y a deux choses qui ont permis le One Big Table. Le premier, c'est le cloud avec ce paradigme de séparation du compute et du stockage et le fait que, comme l'explique Wallis, la dénormalisation à fond dans One Big Table engendre de la réplication de données. Et on sait qu'aujourd'hui, le stockage dans le cloud ne coûte pas trop cher. Donc, on se permet ça. Le deuxième truc qui a permis le One Big Table, c'est les formats de données type parquet qui permettent de faire un accès à un mode de stockage colonne et qui permet aussi d'accéder à la donnée, uniquement aux données dont on a besoin. Parce que si on mettait ça sur un système RDBMS classique qui va faire du full scan de tous les records, ça coûterait trop cher et on ne peut pas se permettre ça.
Ok, d'accord. Alors, j'ai un petit commentaire juste pour reprendre la question que j'avais posée à Bill sur Peak Systems. C'est un truc qui a disparu aujourd'hui. Mais la façon de stocker les données dans Peak Systems, ça ressemblait vachement à N1 Big Table, puisque c'était un peu key valeur, key value, mais chaque valeur pouvait être séparée en multivaleurs et chaque multivaleur pouvait être séparée en multi-sous-valeurs. Donc, en fait, on pouvait, par exemple, très bien avoir une table client dans laquelle on stockait toutes les factures et pour chaque facture, avoir toutes les lignes de facture. Alors, ce qui était génial, c'est que on n'avait qu'une entité, on faisait un open de ce gros truc qui contenait tout. Et après, en fait, on allait faire des extractions de sous-ensembles. Alors, c'était super parce qu'on pouvait développer super vite. Mais après, en extract, on avait un équivalent de langage SQL. C'était assez galère à extraire. Donc, One Big Tapes, j'ai l'impression que c'est génial parce que ça offre une vue unique, un accès unique, et puis tout est en ligne. Pas de jointure, on s'embête pas avec tout ça. Mais donc voilà un petit peu la définition. Je sais pas si Ouais. Ismaël, toi tu voulais Oui, rajouter quelque chose sur. oui, je peux rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, le One Big Table, l'avantage, c'est que ça permet de faire un certain nombre d'analyses un peu spécifiques. Typiquement, tout ce qui est analyse de log, on a besoin d'avoir une vue, enfin, de pouvoir intégrer la donnée en temps réel, par exemple, donc dans une table. Donc, ça permet de faire ça facilement. Et aussi, typiquement, tout ce qui est machine learning, dans le travail des data scientists, ils sont amenés à faire ce qu'on appelle du feature engineering. Et le One Big Table, c'est clairement un format qui est hyper adapté pour ça. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas forcément adapté à tous les usages de data visualisation, notamment par rapport aux outils Power BI, Tableau, etc. Donc, il faut faire attention un peu et pas mettre du One Big Table partout, juste parce que c'est rapide, etc. Ouais, d'accord. Alors, on a une question de Olivier, une question à 17 000 colonnes. Donc, je sais pas si vous la voyez, je l'ai affichée, mais bon, il y a peut-être une recommandation là. Effectivement, on fait pas un One Big Table avec 17 000 colonnes. On fait pas de table avec 17 000 colonnes d'abord. Voilà, c'est ça. Donc, non, quoi. Ouais. On va dire non. C'est clair. Bon, alors, je sais qu'il y a des questions, elles n'arrivent pas toutes, je ne sais pas, bon, c'est peut-être le système qui lag. Alors, on va reprendre peut-être les deux postes au départ, parce qu'il y avait des informations intéressantes. Alors, Mathieu Rousseau, donc, qui est de Modéo, qui est le collègue de Ismaël, parlait d'un benchmark qui a été fait par Fivetran, c'était en 2022. Voilà, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, Ismaël, sur ce benchmark. Oui, effectivement, c'est Fivetran qui est un outil d'extraction et de chargement de données dans Data Warehouse. C'est un SaaS. Et par rapport à ça, c'est que le benchmark a fait un peu vraiment une étude de performance sur la rapidité d'avoir soit du OBT ou du Kimball. Et ce que le rapport a révélé, c'est que l'OBT était globalement 25 à 50 fois plus rapide que du Kimball. Et donc, c'est globalement ça. Et ce qui était aussi intéressant de voir, c'est que dans le benchmark, l'OBT se plaçait pas à tous les niveaux du data warehouse, mais sur l'architecture Méditerranée, on avait choisi des endroits spécifiques où effectivement avoir du OBT, ça pouvait par exemple permettre d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus rapides. Donc là, dans le poste de Mathieu, il parle d'avoir du Kimball au niveau de la couche Silver et de l'OBT par exemple pour tout ce qui est Gold. Donc plus on est proche du métier, plus on est proche en fait de la couche d'exposition en fait de la donnée, plus l'OBT est pertinent. Donc, d'accord. Alors, on va lire. D'accord. Alors, attends, j'essaie de prendre les questions. Il y en a un paquet. Question. Alors, quand je vois OBT dans la zone bronze, on dirait que c'est de la fonction explode. Est-ce que ça vous inspire cette question? Ouais, on peut, en fait, dans l'OBT, effectivement, il y a ce qu'on appelle des types complexes, struct, array of struct, et effectivement, pour utiliser ces types complexes, ça peut être intéressant d'utiliser l'explode, effectivement. D'accord. Alors, une autre question. Quels sont les critères finalement pour trancher si OBT ou pas?
C'est le niveau de dénormalisation qu'on peut se permettre. À mon sens, effectivement, moi, je suis encore très tranché, hein, c'est-à-dire que c'est pas le but de répondre à une question, c'est qu'effectivement, le niveau de dénormalisation le curseur où il doit se poser, fait que si on dénormalise beaucoup, effectivement, bah, il n'y a plus de jointure, il y a une seule table, et c'est très bien. Et c'est très bien pour répondre à un sujet. Donc, c'est-à-dire que je choisis OBT parce que je veux adapter mon modèle à du reporting. Donc, OBT, c'est très bien, il n'y a plus de jointure. On peut réfléchir bien sur le modèle de données pour faire du partitionnement de la grosse table, etc. Ça répond bien. Maintenant, si mon modèle n'est pas fait pour être adapté à du reporting, donc si je veux adapter mon modèle à de la flexibilité dans l'intégration des données, je bien dans l'intégration des données et non pas dans le chargement, le OBT peut s'avérer un peu complexe à gérer comparé à un modèle en étoile. Ouais, d'accord. Donc, ça revient un petit peu de la question. Là, j'essaie de reprendre les questions comme elles arrivent. La question d'Isabelle qui dit, dans OBT, comment un utilisateur peut explorer et retrouver ses petits, quoi? Je vais aller plus loin, du coup, dans ce cas-là, parce qu'effectivement, le modèle de données, ça va être plutôt un sujet de data management. Effectivement, aujourd'hui, demander Ah, zut, on t'a perdu. Ah, ouais. Demander aux gens d'aller chercher par eux-mêmes des données dans un dataware, c'est pas suffisant. Il faudra qu'il y ait un catalogue de données. Il faudra qu'on se permette d'avoir un catalogue de données au-dessus d'OBT pour pouvoir chercher dedans et non pas directement aller dans OBT et chercher. D'accord. Alors, une autre question, alors certainement un peu plus technique, c'est ça, le trade-off, convaincre les réfractaires de passer en OBT, trade-off sur Ouais. la vitesse d'écriture, voilà, un commentaire de l'un de vous? Ouais, je peux peut-être répondre à ça si ma connexion ne coupe pas. Mais pour moi, le trade-off, il se fait surtout à partir du moment où on va utiliser l'OBT si on veut effectivement avoir de la vitesse. Imaginez, on fait du streaming où on veut faire du batch et aussi on veut que des data analystes ou data scientists puissent faire des analyses par eux-mêmes. Effectivement, le modèle OBT donne cette liberté. Et par la suite, moi, ce que je fais souvent, je vais plutôt placer l'OBT dans le silver et dans le gold. Je vais faire plutôt un modèle en étoile. Et ce modèle en étoile sera connecté avec des outils de reporting comme Power BI qui sont très bons avec les modèles classiques, table de fait, table de dimension. Donc, c'est un peu comme ça que je fais le trade-off. Finalement, j'essaie de mêler le milieu, enfin, le best des deux mondes. En bronze, j'ai mon modèle plutôt non structuré. C'est pas un OBT, mais mes fichiers récupérés de l'extérieur. En silver, j'ai mon OBT et en gold, table de fait des dimensions. Première chose de la parce qu'on n'a pas de modélisation où tout est bon. On t'écoute difficilement, Willy, ça capte pas bien, hein? Alors, je sais pas, là, on t'a perdu, j'ai l'impression. Alors, ouais, on t'a perdu, Willy. Alors, ça recoupe une autre question. Est-ce que c'est pas plus simple d'explorer un modèle sémantique? Alors, je sais pas. J'ai l'impression que Willis, on t'a perdu en termes de connexion. Alors, je sais pas si Ismaël ou Axel, vous pouvez rebondir sur la question de la sémantique. C'est bien plus. Alors, Donc, est-ce que c'est plus simple d'explorer un modèle sémantique, finalement, donc une couche de fédération au-dessus de toutes les tables, et puis pas s'embêter de comment c'est structuré en dessous? oui, effectivement, le fait d'avoir une couche sémantique, ça permet déjà d'avoir une meilleure gouvernance de la donnée. Donc, elle pourrait servir par exemple à définir c'est quoi les dimensions dans ma table, c'est quoi les mesures. Et effectivement, derrière ça, on peut avoir un data catalogue qui se connecte à la couche sémantique pour avoir une meilleure documentation et justement faciliter l'exploration de ces données-là. D'accord. J'ajouterai un mot, Oui. à condition que ce ne soit pas un cache-misère. Ouais. Le cache-misère, on fait tout ça, hein. Je dirais qu'à un moment donné, on ne sait pas, parce que quand on a 17 000 colonnes, on essaye de cacher la misère, hein, je pense. Ouais. Non? Mais surtout, moi, je voulais rajouter un truc, c'est que, enfin, c'est mon avis, mais je
je pense vraiment que l'OBT, ça doit être utilisé, mais avec précaution. Surtout, c'est mieux de l'avoir pour des cas d'usage d'analytics avancés, donc du temps réel, des cas d'usage de machine learning, et toujours quand même avoir cette approche de faire un mix Kimball, OBT, Kimball parce qu'on a envie d'avoir du reporting, on a envie de les connecter à des outils de BI. Et vraiment, lorsqu'on est proche du métier, lorsqu'on veut vraiment faire des cas d'usage, que ce soit machine learning, on essaie vraiment de sélectionner, faire les bonnes jointures, donc avoir les bonnes colonnes, les bonnes dimensions pour créer une table donc OBT pour ce cas d'usage-là. Ouais. Et je pense que déjà, ça va permettre de limiter le nombre de lignes qu'on peut avoir sur une OBT. Et ça permet à la fois d'avoir de la gouvernance, parce que Kimball, on a une meilleure gouvernance. Et alors que OBT, avoir une grosse table avec plus de 1000 lignes, déjà, c'est quand même assez lourd à lire. Enfin, c'est difficile à lire. Et c'est pas forcément l'idéal, surtout dans des grosses organisations. Par contre, Effectivement, surtout pour les end-users, le modèle Kimball est un moyen de faciliter la mise en correspondance entre un process métier et un modèle de données. Exactement. De par la table de faits qui est là pour mesurer des indicateurs de ce métier et les tables de dimension qui sont des attributs qui viennent contextualiser ce process métier. Donc, effectivement, pour l'utilisateur final, c'est très facile à comprendre et les relations qui sont entre les entités, les dimensions et les tables de faits en font effectivement une meilleure compréhension du process métier. Ouais, d'accord. Donc, une question de Wilson. Un OBT avec 1 milliard de lignes, on oublie, j'imagine. Hein, ça n'a pas de sens. Clairement, faire un OBT avec 1 milliard de lignes, ça veut dire que quand même, par rapport à ce que Bill disait, je rebondis, c'est qu'on a quand même oublié la dimension métier. Alors, ça veut dire, parce que je pense pas que, à moins que tu fasses t'entraînes un gros LLM, je pense pas que tu aies besoin d'avoir 1 milliard de lignes pour répondre à ton cas d'usage métier, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer de segmenter et vraiment d'adapter ces tables, dans ces couches d'exposition pour avoir une OBT qui réponde à une problématique soit de vitesse, une problématique de simplicité et pourquoi pas de coût aussi, de coût typiquement. Ouais, d'accord, c'est clair. Alors attends, on a d'autres. Non, c'est pas une question, c'est un commentaire de. OBT peut ressembler à un modèle schéma en étoile, mais sans les dimensions. Ben oui, c'est un peu ça effectivement. Par contre, impact sur le stockage très important, même pour le transfert, oui, effectivement. D'accord. Je sais pas si il y a un commentaire additionnel à faire là. Non, c'est clair, C'est ça, hein. C'est clairement ça. Alors, un autre commentaire, ouais, à 17 000 colonnes, j'ai l'impression que ça va rester. Hein, à 17 000 colonnes, je me demande si c'est vraiment business-centric là. Pour le coup, c'est compliqué à défendre, je pense. Ouais. Effectivement, il peut y avoir des grosses tables OBT. Je vous donne un exemple concret chez un client, chez un moteur d'avion, ça embarque 400 capteurs. 400 capteurs. Et plus tous les attributs métiers qui vont venir contextualiser qu'est-ce que fait tel ou tel capteur. On se retrouve avec des grosses tables. Ça répond à un besoin métier avec une table qui va faire 1000 colonnes. Et comme c'est de l'IoT, donc c'est des données qui ont été... Il y a un vrai apport de l'EBT dans ce cas-là. Ça a du vrai sens. D'accord. Alors, une autre question, j'essaie de remonter la file parce que j'en ai oublié des questions. Alors, d'un point de vue réglementation, RGPD par exemple, entre OBT et Kimball, quelle est la meilleure modélisation? Je ne suis pas sûr que ce soit lié. Non, moi je peux rebondir par rapport à ça. Je pense que déjà le RGPD, ça rentre un peu dans tout ce qui est data governance. Et si je voulais apporter un peu une image à tout ça, c'est que moi je vois le Kimball comme une sorte de supermarché bien rangé. Et l'OBT, c'est un peu le marché des rangistes où c'est désordonné. Voilà, en termes de gouvernance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je pense que d'un point de vue RGPD, probablement, ce sera plus simple de gérer avec Kimball parce que tu as vraiment une séparation entre dimensions et faits. Tu peux avoir des gestions de rôle, d'accessibilité plus granulaire et plus facile si on est dans la configuration Kimball. D'accord.
Alors bon, juste un petit truc. Isabelle qui a posé pas mal de questions, elle dit désolé pour les typos. Ben non, 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 on n'est pas non, non. Bon alors, trêve de plaisanterie. Alors, un autre commentaire d'un anonyme. Voilà, l'OBT chez nous a fait ses preuves niveau perf sur des cas d'usage qui sortent du streaming. Donc, table avec des relations complexes hybrides pour un modèle de device hardware IoT, source documents multidirectionnels. C'est ce que je disais, c'est que pour Ouais. les cas d'usage IoT, c'est très intéressant. Mm. Nous, on est parti sur un modèle plutôt traditionnel au début. On a fait de la veille, on a modélisé sous forme OBT. On a vu que c'était beaucoup plus intéressant en termes de performance. Encore une fois, c'est évident. Et de toute façon, l'OBT vient répondre principalement à cette problématique de performance et d'accès à la donnée. Ouais. Donc, automatiquement, dans 90% des cas, voire plus, l'OBT sera plus performant d'un point de vue rapidité d'accès à la donnée qu'un modèle en étoile. Ouais, d'accord. Ok, apparemment, Senan, 1 milliard de lignes, lui, ça lui fait pas peur, parce qu'il dit qu'il peut partitionner éventuellement. Bon, ok, il faut rentrer dans la technique, dans l'infra. Là. Oui, Oui, 1 milliard de lignes, ouais. juste pour répondre à cela, effectivement, 1 milliard de lignes, c'est oui, tant qu'on fait que de l'ajout de données. Mais si on vient faire un update sur la donnée, et plus la table est grosse, plus elle fait beaucoup de lignes, le coût de l'update va être très cher. Tant qu'on fait que de l'ajout, après, voilà, on fait du partitionnement, on va dire que les partitions dont on a besoin, ça peut se faire. Je pense Ok, que le problème, c'est pas tant au niveau des lignes, c'est surtout les colonnes. Enfin, Complètement. 1 milliard de lignes, c'est même plus, hein, c'est possible. ouais. En fait, là, on revient à la question, effectivement, comment un utilisateur peut scroller pour voir une table OBT à plus de 100 colonnes. Ouais, Encore une fois, data catalogue. c'est Pas ça. obligé de scroller. Data catalogue. Alors, je relance le débat. Nicolas, bon, qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas? L'OBT sous l'angle de la performance n'est pas un faux débat qui masque un manque d'ingénierie technique. Ok. Si, il faut ouvrir le capot et avec du bon sizing, on fait plein de trucs. Mais est-ce qu'il faut s'embêter à ça, quoi? Oui et non. C'est vrai qu'effectivement, des fois, l'OBT est un raccourci. Ça peut être souvent un raccourci parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête à trouver le meilleur moyen de concilier organisation des données versus accès à la donnée. Et donc, d'avoir les deux. Maintenant, dans certains cas, l'OBT n'est pas forcément un manque d'ingénierie. C'est un modèle adapté dans certains cas. Et je reprends encore une fois le cas de la donnée IoT. Ouais, ok. Effectivement. Un autre commentaire, Olivier. L'argument pour la lecture-écriture plaide pour les métiers, bien sûr. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir les commentaires dans l'ordre. Donc, ça rappelle ce qu'on disait sur l'ingénierie, effectivement, de comment configurer son moteur en dessous pour que tout tienne la charge, en fait. Alors, un autre commentaire. Donc, c'est Olivier qui essaie de résumer. C'est que l'OBT est une forme de dénormalisation d'un data mart dédié à un usage spécifique. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. On peut le voir comme ça. Clairement, on a notre data mart qui est prêt. Et dans la couche présentation, vraiment, on veut reprendre un cas d'usage. On veut prendre un modèle de recommandation, par exemple. On va sélectionner les bonnes colonnes, faire les bonnes jointures et ensuite créer une table, une seule vue, une OBT pour faire notre cas d'usage. D'accord. Ok, je crois que Willis est revenu. Willis, tu as le réseau? Je pense avoir le réseau, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon, écoute, on essaye. Un commentaire de Alexandre. Salut Alexandre. Ces pratiques ne sont pas des religions. Elles peuvent s'avérer intéressantes en fonction des sources, du contexte, de la maturité de l'entreprise. Il n'y a pas une seule méthode universelle pour répondre à ces enjeux. Alors, on n'arrive pas à voir tous les commentaires. Alors, attends, je lis la suite. Donc, d'ailleurs, les combiner opportunément est bien souvent la clé d'un résultat satisfaisant. Donc, hybrider tout ça, quoi, en fait. C'est souvent le cas. On retrouve souvent des modèles en étoile ou des modèles en flocons de neige qui vont servir de base pour construire l'OBT. Et l'OBT va se sourcer à partir d'un modèle qui est souvent en étoile, voire en flocon. Ok, d'accord.
Et puis, peut-être une dernière question, parce qu'on a dépassé l'heure déjà. Non, on revient à une question de sizing. Peut-être qu'elle apparaît en retard, mais on en a parlé déjà. Est-ce que l'OBT, dans ses bonnes pratiques, a une limitation en termes de nombre de lignes et de colonnes? Là, il faut ouvrir le capot du sizing, hein, et puis à s'assurer d'avoir les machines online, les partitionnements qui vont bien, je suppose. Donc, je pense qu'on a déjà un petit peu traité les questions. Par rapport à cette question, je pense que ça va être fonction du nombre de lignes et de colonnes. Donc, plus de lignes, plus de colonnes, ça veut dire plus de requêtes plus lentes potentiellement. Donc, plus de technicité dans la façon de requêter la donnée, donc soit des partitionnements. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus qu'on a des lignes et des colonnes en plus. Ouais. Ok, d'accord. Bon, écoutez, ça fait 1 heure qu'on est en ligne. Voilà, Bill nous a gentiment fait passer plus de 30 minutes, alors que c'était prévu qu'on passe que 10 minutes avec lui. Voilà, ça a été beaucoup plus long avec lui. Ça nous a laissé peut-être un peu moins de temps. Mais alors, je parcours les slides. On avait peut-être prévu encore un slide. Je ne sais pas si tu voulais commenter ça, Ismaël. Est-ce que ça a du sens? Oui, alors ça, effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'OBT, c'est très bien, Kimball, c'est très bien aussi, mais tout va dépendre de à quel endroit dans le data warehouse on l'applique. Et ce graphique, il montre tout simplement le cycle de vie des données dans le data warehouse. Donc, staging, row, c'est un peu l'architecture médian avec des noms différents. Et typiquement, la couche présentation, présentation, ça peut être la couche où éventuellement on pourrait faire de l'OBT, par exemple, ou mettre ou créer une vue par rapport à pour reprendre des cas d'usage métier, par exemple. D'accord. Un autre commentaire d'un anonyme. Donc, ne pas hésiter à recycler un OBT. Je suppose recycler dans le sens archiver, je ne sais pas ce qui veut dire. Payer le compute complexe une seule fois. Si j'ai compris, effectivement, si on prend un exemple de recycler le compute, les solutions type Snowflake, par exemple, font du cache, beaucoup de cache. Donc, effectivement, Ah, on t'a perdu. Je pense qu'on a perdu. si l'OBT est dans le cache, ça permet de recycler le compute. Bon, on t'a perdu sur une partie de la réponse. Je ne sais pas si Ismaël, tu as compris ce que. Je pense qu'on a perdu. Hein, on a perdu son. sa réponse. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre, ne pas hésiter. Non, Axel, peut-être que tu peux répéter ta réponse. Oui, je disais qu'une table OBT, dans des solutions type Snowflake, donc l'OBT va être, quand on va l'interroger la première fois, il va être stocké dans le cache Snowflake. Et ça, effectivement, permet de recycler le compute, si j'ai compris la question, puisqu'il l'OBT sera dans le cache data Snowflake. Ouais, d'accord. Ok. Ok, messieurs. Écoutez, merci pour ça. Je pense qu'on a passé un bon petit moment ensemble. On a eu des petits soucis de son. Le Canada, c'est loin, Willis. Vraiment désolé pour ça, des gros effectivement. C'est des gros tuyaux transatlantiques. Et on termine par ça. On vous recommande alors 2 bouquins. Je crois que oui, c'est toi qui les recommandes, il me semble, hein, non? Practical Lakehouse Architecture, effectivement, ouais, c'est un très bon livre qui parle effectivement de tout ce qui est moderne data stack et comment créer une architecture par rapport à ces outils. D'accord. Donc, le deuxième, c'est Data Modeling with Snowflake, qui est un très bon guide pratique qui permet effectivement de voir les problématiques de comment modéliser dans Snowflake. Ça aborde les sujets, par exemple, du Small Changing Dimension, pas mal de problématiques qui est sous forme d'un guideline pratique. Effectivement, ça permet sur Snowflake. Ok, très bien. Et on n'oublie pas le Building the Data Lakehouse de Bill Inmon. C'est sorti il y a quelques mois, je ne sais pas, ou quelques semaines. Voilà, il s'est investi dans c'était peut-être son 70e bouquin, j'en sais rien. Mais c'est impressionnant, hein, comment on peut écrire 70 bouquins. Ça fait plus d'un bouquin par an, quoi. C'est juste impressionnant. Ouais, c'est incroyable. Bon, messieurs, le mot de la fin, Ismaël, un petit mot de conclusion. Si je dois dire quelque chose, c'est que il n'y a pas de méthode qui marche partout.
faut surtout prendre en compte le cas d'usage, le Ouais, c'est ça. contexte, pour l'appliquer et être pragmatique, en fait. Donc, sur la modélisation. Et la modélisation, c'est allier à la fois la technique et le métier. Et derrière, c'est répondre à des cas d'usage en fonction des contraintes, de la taille de la boîte, de la maturité et des cas d'usage métier. Ok. Alors, une question encore de Mathieu qui est, je crois je suis connecté avec Mathieu et il est américain et il demande est-ce que quelqu'un a considéré OBT versus les star schémas, donc les schémas en étoile. Donc, l'utilisation des schémas en étoile peut rendre les choses plus faciles. Attends, j'essaie de traduire en même temps. Oui, bon, il dit que le raisonnement humain se porte mieux à utiliser un schéma en étoile. Complètement. Je suis complètement d'accord. D'accord, bon. Et surtout la gestion, effectivement, quand on a j'ai une table de dimension adresse ou géographie, j'ai besoin de mettre à jour, je mets à jour ma dimension. Donc l'impact, il est vraiment ciblé, les changements sont vraiment ciblés dans la gestion. C'est que ça nécessite la mise à jour sur One Big Table, elle peut être complexe en fonction, faut tout refresh, quoi. Donc, ça peut être compliqué, quoi. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Avec les problèmes audio éventuels, hein, c'est comme ça, c'est toujours le risque ou les problèmes audio. On a eu la chance de voir Bill pendant 30 minutes, donc ça c'est extraordinaire. Merci Willis du Canada. Et Merci. Ismaël, Axel, merci à vous deux également. Merci. Et on se retrouve bientôt pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup, c'était top. Au revoir. Merci à vous tous. Ciao, merci. Au revoir.